Je vais vous montrer un petit peu donc, où on en est sur la fermeture d'auricule gauche, les données cliniques, pour quel bénéfice, c'était le titre du topo, c'était quel bénéfice pour nos patients. Donc je vais tenter de défendre la technique. Et je pense un petit commentaire général par rapport à la fermeture de FOP que Gilles a montré. Au début, je pense qu'on est un peu dans une période où on était avant les 3 grandes études randomisées qui sont parues donc, il y a 1 an et demi, donc close. C'est-à-dire qu'on est dans les données qui sont bonnes, qui ne sont pas encore passées dans la supériorité par rapport au traitement de référence qui sont les anticoagulants, même si on ne peut pas les mettre chez tous. Et donc on est un petit peu à ce stade-là entre les deux. Donc je vais montrer que les données sont succinctes. Il y a 2 études randomisées, des méta-analyses, et on attend un peu la suite, même si ce n'est pas forcément prévu. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a comme données. Alors, tout d'abord, la plus grande question, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice pour les patients de fermer un auricule gauche. Donc il y a 2 études randomisées qui ont été faites contre le traitement de référence qui était donc les AVK, pas les NACO. Donc ne me posez pas la question où est l'étude fermeture d'auricule gauche contre un NACO, il n'y en a pas. Donc c'est contre AVK, c'était contre la warfarine, et il y a cette belle méta-analyse paru en 2015 qui reprend les données des patients, des 2 études randomisées et des 2 registres de suivi des patients donc avec le Watchman. Donc première chose, ce sont donc des patients à haut risque cardiovasculaire, d'AVC qu'on traite donc avec des SHAD scores qui sont élevés. Donc ça c'est une évidence, des patients qui ont besoin d'une anticoagulation. Deuxièmement, pour rappel, ces 2 études randomisées étaient très ambitieuses parce que ce n'était pas de fermer des auricules gauches chez les patients qui ont une contre-indication aux anticoagulants, c'était de faire aussi bien que les anticoagulants chez des patients qui étaient plutôt à bas risque hémorragique. Donc vous voyez, les ASBLED étaient plutôt bas à modérés dans ces 2 études randomisées, et c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on le fait chez les patients avec des contre-indications aux anticoagulants, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de avoir une prothèse qui fasse aussi bien qu'un traitement anticoagulant. Donc maintenant, il y a quand même dans cette méta-analyse 2400 patients. Et dans la méta-analyse, on peut voir que globalement, ça faisait en efficacité pareil. En termes d'AVC, de récit d'AVC, c'était également pareil. Vous voyez, c'est exactement sur la ligne d'identité. Il y avait une tendance avec plus d'accidents ischémiques quand on arrêtait donc, les anticoagulants, quand on n'avait que la prothèse, et pas en faveur des AVK. Mais vous voyez, nettement moins d'AVC hémorragique, là aussi c'est logique chez ces patients-là, et globalement il y avait aussi une diminution des décès cardiovasculaires, mais pas de décès totaux, et une diminution des hémorragies. Donc quand même des arguments qui sont assez forts pour l'utilité de ces techniques en termes de diminution des AVC hémorragiques, surtout les AVC qui vont se transformer en décès, des hémorragies graves, et donc les décès cardiovasculaires. Alors comme toutes les études avec des événements un petit peu, on va dire un peu fréquents, comme dans le FOP et l'AVC secondaire, il faut faire des suivis longs si on veut augmenter la puissance, parce qu'il n'y a pas eu 10 000 patients de randomisés, et donc il y a eu des suivis à 50 de ces patients, et une nouvelle méta-analyse qui a été faite, et cette fois-ci les résultats sont encore meilleurs, c'est-à-dire clairement, par rapport à un traitement par AVK, une fermeture d'auricule gauche, a diminué les AVC hémorragiques, donc les complications hémorragiques intracérébrales. Ça diminue donc, ça diminue pas les AVC tout court, puisque ça fait pareil, et ça diminue par contre les AVC qui vont se transformer en un handicap important. Ça va diminuer les décès cardiovasculaires, donc les AVC qui se transformeront en hémorragie grave, ou les hémorragies graves liées aux anticoagulants. Et on peut voir là qu'à 5 ans de suivi, donc dans la méta-analyse de 2000 patients, il y a aussi une diminution de la mortalité totale. Donc ça c'est la fermeture d'auricule gauche contre la warfarine chez des patients qui ont un risque hémorragique bas, intermédiaire à élevé, un peu tout le monde. Donc c'est pas comme ça qu'on utilise les fermetures d'auricule gauche, mais les données sont quand même assez bonnes, je trouve, pour cette comparaison quand on fait un suivi prolongé de 5 ans. Et bien sûr, ça diminue les hémorragies globales, puisque dans l'autre bras, il n'y a plus d'anticoagulants. Donc voilà, si vous regardez ces données sur 5 ans, la ligne bleue, c'est le risque théorique des patients s'ils n'avaient pas de traitement. Donc il y a un risque d'AVC et de récidive qui est important, ischémique. En rouge, c'est le risque de récidive sous AVK, donc il y a toujours un risque résiduel d'AVC sous AVK. Et vous voyez que donc, les différentes études de fermeture d'auricule gauche montrent en gros une équivalence par rapport au traitement AVK. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait?
avec ces données. Donc quels auricules fermés. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la technique, et après on va voir qu'est-ce qu'on fait en réalité. Je vais vous montrer les données qu'on a de notre série de la Pithiviers sepstrière. Donc tout d'abord, il faut avoir une anatomie plutôt favorable au scanner. Donc il y a des auricules qui sont difficiles à fermer, et on devient de meilleur en meilleur avec la technique. On arrive après à fermer tous les auricules, mais il y a des auricules qui ont des morphologies qui ne sont pas adaptables aux prothèses. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une anatomie favorable en ETO également. Et donc, vous avez là, je vous ai montré les 4 différents types d'auricules: manche à air, enchou-fleur, aile de poulet, ou les auricules polylobés. On les aime pas trop, ceux-là. Mais globalement, voilà, il y a des différents types d'auricules qu'on peut voir en scanner, en ETO. On a aussi des angiographies par procédure qui peuvent préciser cette même anatomie. Vous voyez là, à nouveau la manche à air, le chou-fleur, un polylobé ici, et une aile de poulet. Donc tout ça, on commence à devenir assez bon dans cette imagerie un peu multimodale, ETO, scanner, angiographie, pour bien caractériser où mettre des prothèses et quel type de prothèse. Alors ces prothèses, on en a 2 pour l'instant. La Watchman, qui est donc celle avec qui a eu les 2 études randomisées, et l'Emplatzer. Donc les 2 prothèses ont des avantages et inconvénients avec des tailles un peu différentes, et ce qu'on fait ici, c'est on utilise les 2 prothèses et on adapte un petit peu l'anatomie parce qu'elles ont des profondeurs et des diamètres un peu différents. Avec l'échographiste, pendant le staff structurel, on choisit à peu près la prothèse en fonction de l'anatomie de l'auricule. Vous voyez les aspects ETO ici des 2 prothèses, elles sont un petit peu différentes. Il y a un disque ici pour l'Emplatzer. Alors le réglementaire, je vais aller vite, mais il y a un seul réglementaire, c'est l'HAS en 2014 qui disait qu'on peut utiliser donc la fermeture d'auricule gauche pour les FA non valvulaires avec un chat de vasque élevé et une contre-indication formelle et définitive aux anticoagulants oraux, et que dans des centres experts avec la chirurgie cardiaque sur place. Donc c'est sûr que c'est 2014 et vous voyez, ça ne correspond pas aux études randomisées. Les études randomisées, ce n'étaient pas des patients qui avaient des contre-indications aux anticoagulants. Donc on a utilisé ces données et on est parti sur une population où il n'y avait pas d'alternative puisqu'ils ont une contre-indication aux anticoagulants. Voilà, en tout cas, c'est une activité en pleine croissance dans les centres experts. Donc, comme l'a montré Gilles, on a une augmentation. Là, c'est toutes les activités structurelles, PFO, CIA, fermeture d'auricule gauche. Le PFO, ça a explosé. Et les procédures de FAG, ça augmente doucement. C'est pas l'explosion qu'il y a eu par rapport au PFO, probablement faute de données. Et vous voyez que les premières études, première prothèse, c'était 2004, plateau, j'étais interne, Gilles en mettait. Et donc voilà, et ensuite il y a eu 2008, Watchman Emplatzer, le marquage CE, et que l'avis de l'HAS, c'est arrivé assez tardivement. Donc on est quand même dans une technique qui est assez ancienne, mais dont l'implémentation se fait de façon progressive. Les guidelines de l'ESR 2016, elles ont dit qu'on peut utiliser la fermeture de l'auricule gauche quand on a une contre-indication aux anticoagulants, et donc du coup c'est une classe 2BB, et globalement c'est pas des recommandations fortes puisque pour l'instant il n'y a que ces 2 études randomisées avec une équivalence, mais que sur une donnée de méta-analyse. Donc les indications, c'est ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire c'est les patients avec une contre-indication aux anticoagulants long cours, et je vous ai mis quelques exemples. Ce sont nos amis neurologues ou alors de chirurgie, des gastro-entérologues qui nous envoient les patients. Donc les hémorragies intracérébrales sous anticoagulants, les hémorragies extracérébrales non curables, les patients qui ont des problèmes d'angiodysplasie du grêle, les microblies cérébraux, les angioplathies amyloïdes, les thrombopénies, et éventuellement des gens qui ont des soucis, des intolérances aux AOD avec des insuffisances rénales sévères par exemple, qui n'ont pas eu d'AVK pour une raison X ou Y. Quel type de patient? Alors je vous montrais donc une petite série de nos patients. Donc ça, c'était la publication de Paul Guédonnet dans l'Eurointervention. Donc on avait mis les 80 premiers patients qu'on avait fait. Vous voyez, donc on a respecté l'HAS, c'est-à-dire des chats de vasque élevés à 4 et des Hasbled élevés aussi. La moyenne était à 4 et c'était en majorité des patients avec des contre-indications aux anticoagulants. Vous voyez, c'est 70%, mais pas toujours. Il y avait aussi 14% de patients avec des AVC récurrents sous anticoagulants. Vous avez un patient qui fait un AVC récurrent alors qu'il a un traitement anticoagulant bien conduit. Et donc ça peut être une indication de fermeture. La non-adhérence au traitement anticoagulant, c'était 1%. Et il y avait quelques autres raisons un peu exceptionnelles. La procédure, je vous montrais juste rapidement une procédure avant-après. Voilà, ça se fait avec un transseptal. On le fait donc globalement au bloc opératoire sous anesthésie générale. Le patient rentre la veille au soir. Il a l'intervention le jour de l'AG et il sort le lendemain et ça se passe plutôt bien. Et on a un succès de procédure qui est de l'ordre de 98%. Il y a quelques prothèses qui ne peuvent pas être placées à cause des problèmes d'anatomie.
et de prothèse. L'auricule, c'est comme on en a parlé, quand on a un aspect au scanner, on ne peut pas toujours voir quelle est la bonne volumie et voir la bonne taille, et on a parfois quelques surprises quand on fait l'angiographie et quand on essaie de passer la prothèse, ou alors des problèmes d'angulation aussi. Mais en pratique, on a quand même 98% de succès. Alors les complications immédiates, il y en a peu. On a eu 0 événement grave sur ces études. Vous voyez, la procédure était à peu près de 50 minutes. Il y a quelques épanchements péricardiques. On peut aller un peu trop loin dans l'auricule. Et donc du coup, on peut les drainer facilement. Il n'y a pas eu de saignement per procédure, pas d'AVC. Il y a eu un décès avec une embolie à distance de la prothèse. Donc c'est important quand même d'avoir ce sont des patients âgés en général, qui ont de multiples comorbidités. Et il faut quand même avoir un bon placement des prothèses, un bon choix des prothèses. Ces prothèses ont des petits crochets pour éviter la complication gravissime qui est l'embolie. Alors, il y a une nouvelle complication qui apparaît dans la littérature qui sont les thromboses tardives. Puisque maintenant, on met de plus en plus de prothèses, que ces prothèses sont contrôlées en ETO ou en scanner, et on s'est rendu compte qu'au final, on a un petit peu de prothèses, de thromboses sur ces prothèses. Il y a un papier des 800 Français qui ont plus mis de prothèses avec un bon suivi, qui retrouve au final, vous voyez dans cette étude, à peu près 5% de thromboses de prothèses à peu près 1 an de suivi. Donc ce sont des thromboses avec un peu de caillots sur la prothèse, qui peuvent être plus importantes, c'était 7% quand on fait de l'imagerie. Et ils ont regardé donc s'il y avait des récidives d'AVC chez des patients qui avaient une petite thrombose de ces prothèses. Et donc bien sûr, il y a plus d'événements quand on a une petite thrombose sur la prothèse. Alors je mets un tout petit bémol, mais c'est globalement comme il y a peu de patients avec une thrombose de prothèse, le taux d'AVC global est plus important de récidive chez les gens qui n'ont pas de thrombus. Donc, mais par contre, c'est un facteur de risque clairement de récidive. Et il y a des nouvelles données qui viennent de sortir dans Circulation également, qui retrouvent cette fois-ci 3% de thrombose de thrombose de prothèse à 60 mois de suivi. Donc c'est une question qui arrive maintenant, c'est-à-dire ces petits caillots qui se mettent, ou des petits ou gros caillots qui se mettent sur les prothèses, et il va se poser la question du traitement donc de ces prothèses, de ces thromboses de prothèse. Voilà, pour vous rappeler, là, le suivi à 1 an, dans cette étude de euro-intervention avec 1000 patients fermés, c'est des patients qui sont à très haut risque hémorragique. Et vous voyez que le taux de saignement majeur, c'est des patients qui n'ont plus d'anticoagulants, et 10% de ces hémorragies majeures. Donc, il faut vous rappeler, c'est une population avec des très fortes comorbidités, qui ont eu des hémorragies déjà intracérébrales, digestives, et même sans traitement anticoagulant, ils vont continuer à faire des hémorragies. Donc, c'est une population à risque. Alors, on en est où des stades des études? On en est au stade de comparaison de prothèses. Donc actuellement, il y a les études randomisées qui sont en cours, c'est les comparaisons des 2 prothèses qui existent, donc Amulet versus Watchman. Il n'y a pas d'études actuellement de recomparaison avec les traitements anticoagulants en référence, puisque le Watchman est la prothèse qui a montré une équivalence au traitement anticoagulant par warfarine. Donc les autres prothèses se comparent au traitement de la prothèse de référence qui est le Watchman. Donc actuellement c'est l'Amulette qui globalement est un petit peu plus souple et un peu plus maniable à poser, mais n'a pas les études randomisées contre warfarine, donc elle se compare au traitement de référence qui est le Watchman. Et on a une nouvelle prothèse qui s'appelle le Wavecrest, qui est également va se comparer au Watchman avec 1200 participants dans des études randomisées. Donc on va avoir des données sur l'efficacité, mais pas de données sur la comparaison au traitement anticoagulant. Alors, donc, se pose la question des traitements antithrombotiques post-procédure, puisque ce sont des patients avec des hauts risques hémorragiques, contre-indication relative ou absolue aux anticoagulants, à qui on met une prothèse, dont vous avez vu, il peut y avoir des petites thromboses. Donc, la question est combien de temps on met un traitement antiagrégant, est-ce qu'on met un traitement anticoagulant derrière? Et donc j'ai pris ces diapositives agiles. Donc, vous voyez ici, on peut avoir le process d'endothélisation de la prothèse peut prendre entre 30 jours et 3 mois. Et donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre comme traitement. Et donc, il y a eu l'étude EDRIF qui a été faite, qui est finie, qui sera présentée peut-être, je ne sais pas quand, à l'ESC, voilà, dans le résultat. Donc, il y a une étude qui randomisait 3 régimes différents d'antithrombotiques en post-fermeture d'auricule. Donc, on ne sait pas si c'est les antiagrégants, si c'est un ACO faible dose ou c'est un ACO à plus forte dose. Donc, il y a 3 bras dans cette étude. La bithérapie aspirine Plavix, qui est celle qu'on fait
qu'on fait actuellement, de façon un peu empirique, comme on l'a fait dans le TAVI, comme on a fait dans pas mal de prothèses, sans vraiment savoir si c'est la bonne stratégie. Et une stratégie avec des NACO qui, quand même, globalement, ont une très bonne tolérance dans la vie de tous les jours, dans les études de post-marketing. On voit quand même qu'il y a quand même très très peu de saignement avec toutes ces molécules qui sont quand même bien tolérées. Et donc il y a 2 doses, parce qu'on ne sait pas quelle dose il y a à boire. Donc il y a le Rivaroxaban 10 mg et 15 mg. Et il n'y avait pas assez de financement pour avoir une étude avec des éléments cliniques. Donc on a pris un endpoint biologique, qui est un endpoint classique, c'est-à-dire la génération de la thrombine. Donc au 10e jour, et bien sûr on regardera les événements cliniques au 4e, 10e jour. Donc il y a 105 patients randomisés, et donc Gilles présentera ça à l'ESC. Voilà. En conclusion, donc l'occlusion de l'auricule gauche prévient les AVC aussi bien que les AVK dans les études randomisées et le suivi de la méta-analyse à 5 ans, avec un bénéfice net pour les hémorragies, donc les hémorragies surtout intracérébrales et les hémorragies graves, avec même une diminution de la mortalité. Donc ça fait aussi bien que les AVK, voire mieux sur certains critères. Et il s'agit d'une thérapeutique à proposer aux patients ayant pour l'instant une contre-indication ou un échec de traitement anticoagulant. Donc c'est des patients que vous avez, qui sont des patients souvent polymorbides, graves, chez qui on a envie un peu d'arrêter les traitements, mais qui ont quand même des espérances de vie de plus en plus prolongées, et chez qui on peut clairement proposer donc, cette prothèse. Les complications sont rares, mais potentiellement graves, donc il faut le faire dans les centres experts, bien sélectionner les patients, avoir une bonne morphologie, et puis avoir des opérateurs expérimentés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Johan. Des questions pour Johan? Oui, Françoise. On a vu dans le service arriver un patient avec une contre-indication aux anticoagulants portée par les neurologues pour des microblitz. Il n'avait jamais saigné, il n'avait jamais eu de complications hémorragiques, avec une indication donc, qui avait été portée de fermeture d'auricule. Et donc moi j'avoue que ça m'a pas mal étonné, et je voudrais savoir si tu peux nous donner des précisions plus sur des recommandations, à quel niveau, enfin combien, quoi. Est-ce que ça ressemble, moi ça m'avait semblé très agressif, je dois dire, comme... Alors, encore une fois, l'utilisation de ces des prothèses dans les yeux randomisés, elle n'a pas été faite dans l'utilisation actuelle, c'est-à-dire pas dans les contre-indications qui sont relatives ou absolues, le microblix par exemple. La deuxième réponse qu'on n'a pas, c'est la réintroduction de traitements anticoagulants chez ces patients-là. Il avait des anticoagulants avant? Non, c'est juste Mitroblitz et indication à un anticoagulant. Et EFA, quoi. Alors les neurologues comptent les microblitz. Hein. Et alors je sais pas, vous mettez pas tous le seuil au même endroit. Candice, qu'est-ce qui se passe à la Fondation Rothschild avec les microblitz? C'est 10, c'est 15? Il y a le nombre d'une part, on prend en compte, et aussi la localisation. Si c'est des microblitz plutôt superficiels, ça va vraiment faire évoquer une angiopathie amyloïde où on sait que le risque hémorragique est vraiment très important. Mais il peut très bien avoir que des microblitz et pas... sans autres critères pour une angiopathie amyloïde probable. Donc, mais ça arrive qu'on vous les adresse. Moi, j'ai eu Sandrine Deltour pour la même chose, c'est peut-être le même malade, et elle m'a dit au-dessus de 10 microblitz, je suis inquiète. Voilà. Donc, très inquiète. Donc après, c'est une bonne indication, hein, puisque ça fait aussi bien que l'AVK en termes d'hémorragie, en termes d'efficacité, et que ça fait presque aussi bien, enfin mieux en tout cas en termes d'hémorragie, ça peut rester des bonnes indications. Hein. Donc voilà. L'autre question qu'on n'a pas, l'autre réponse qu'on n'a pas, c'est la réintroduction de traitement. C'est quelqu'un qui a saigné au niveau intracérébral. Par exemple, il était sous AVK, il y a eu un saignement avec ou sans surdosage. Est-ce qu'on a envie de réintroduire un traitement anticoagulant chez ces patients-là? Ou alors est-ce qu'on propose une fermeture d'auricule? C'est quand même, on n'a pas de données là-dessus non plus. Il y a un PHRC lillois sur ce sujet précis. On reprend pas, on reprend en AOD ou on ferme l'auricule. Voilà, ça c'est un bon design pour une bonne réponse. Moi, il y a une question qui m'a toujours un peu turlupiné, c'est le fait que, effectivement, l'auricule, c'est le siège préférentiel des thromboses dans l'AFA. Mais je m'adresse un peu à mes collègues de Saint-Antoine. Moi, j'ai déjà eu des thrombus ailleurs que dans l'auricule. Ah oui. Ouais. En faisant des ETO. Donc, évidemment,
les autres thrombus, ça ne prévient pas leur migration ni leur formation. Le but, alors d'après les études physiopathes, c'est 90% des localisations de thrombus, donc on diminue de 90% le risque associé. D'ailleurs, comme les anticoagulants qui ne sont pas à 100% non plus. Hein. Donc ça fait aussi bien en termes de diminution du risque, ça n'empêche pas toutes les récidives d'AVC, ni tous les thrombus à essayer d'autres localisations, mais ça donne une équivalence aux anticoagulants. Il y a quand même des oreillettes qui nous font peur hein, quand on ferme les auricules, pas plus tard que hier, hein, où tu as une grosse oreillette, un auricule qui a une sale tête, et en plus tu as un contraste spontané, une espèce de purée là, qui ne bouge pas, et tu arrives avec une prothèse, tu te dis vivement qu'on la mette celle-là et qu'on s'en aille vite fait avant que tout ça thrombose. Hein.